On est ensemble pour une petite heure, 45 minutes, 50 minutes. Et pour traiter ces questions, nous avons 3 invités, dont 2 représentent ma voix, Kitry de Villepin et Lucas Lepezan. Et du côté de Démocratie ouverte, Romain Slitine. Nous devions avoir d'autres personnes. Alors c'est un peu la foire d'empoigne. La première risque d'arriver sur la fin, donc on lui laissera un quart d'heure. Et cette personne-là, c'était la prix Nobel de la paix. Je ne vais pas écorcher son nom, c'est Wided Bouchamaoui. Donc si elle est bien là, elle vous fera un petit speech à la fin. Ça sera un peu en live, on verra comment ça se goupille. Et on devait avoir aussi un Skype qui ne se fera pas, et Julie de Pimaudan qui n'est pas non plus disponible. C'est super, comme ça on improvise, c'est en général là qu'on est les meilleurs. Et on va faire à vue, donc on va changer un peu le format, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai dit, alors vous avez les noms de nos intervenants survivants, j'allais dire. En tout cas, merci à eux d'être là, ça a failli pas être le cas pour les autres. On va commencer donc par Romain, donc auteur du coup d'État citoyen. Ils vont prendre la parole chacun à leur tour, et puis après on introduisera des questions. Merci. Alors c'est vrai qu'on prend un peu en... Ouais, éclairer un petit peu la salle pour... si vous avez 2-3 lumières en salle. Voilà. Ou alors de nous éclairer moins. Voilà, merci. Bon, j'espère que vous êtes... Oh, du coup, ça nous permettra d'avoir plus de temps pour échanger avec vous. Ce qui est une très bonne chose, parce qu'on n'est pas là que pour parler, mais aussi pour discuter avec vous. Bonjour à tous, donc Romain Slitine. Donc moi, je suis effectivement là pour vous présenter... les réflexions qu'on a eues autour d'un livre qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Le coup d'État citoyen. Et je vous parlerai également de Démocratie ouverte, qui est un collectif qui rassemble un certain nombre d'innovations démocratiques. Alors, peut-être, du coup, en quelques mots, la démarche de ce qu'on a voulu faire et pourquoi on a écrit ce livre. Et ben, en fait, c'est au départ un point de départ citoyen. C'était après les élections de 2014 européennes, avec un électeur sur 2 qui ne s'est pas déplacé pour aller voter. La première fois que le Front National était en tête d'une élection nationale. Et le soir même, pour les Français, vous vous en rappelez peut-être, tous les responsables politiques étaient là à dire oui, comme il le disait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on a entendu le message des Français. Oui, on va changer, oui, il faut faire de la politique autrement. Et il y avait quand même une forme d'électrochoc. Et en fait, malheureusement, le jour d'après, la semaine d'après, eh bien, la politique, as usual, reprenait son cours. Et tout était pareil. Donc ça commençait à devenir, et ça devient, c'est toujours le cas, une forme d'urgence démocratique, quelque chose de plus en plus inquiétant, avec une forme de démocratie qui part un peu en roue libre, à volo, comme vous le souhaitez. Et on s'est vraiment demandé en tant que citoyen, mais que faire? Parce que, après vous parlera évidemment d'autres initiatives, mais moi, titre personnel, j'avais essayé de rentrer dans des partis. J'étais resté à peu près 2 semaines, 3 semaines. Et effectivement, enfin, je ne pensais pas que c'était la voie pour faire de la politique ou pour s'engager ou pour changer les choses. Et ben, on s'est dit, voilà, est-ce qu'il existe d'autres manières de s'engager en politique, d'autres manières de pratiquer la démocratie? Donc, comme on voyait qu'en France, en tout cas, ce qui était présenté dans les médias était assez déprimant, on a essayé d'aller explorer ailleurs, alors évidemment en France et dans le monde, quels pouvaient être les acteurs, les mouvements, les citoyens, les partis politiques, les élus de terrain qui véritablement essayaient d'inventer une démocratie du XXIe siècle. Et en fait, juste en termes de point de départ, d'analyse, on ne se l'est pas dit comme ça, mais enfin, c'est un peu ça qu'on essaye aussi d'expliquer dans le livre, c'est que, en fait, un des problèmes, enfin il y a beaucoup de problèmes, mais un des problèmes de notre point de vue,
c'est que on a réduit beaucoup la démocratie à l'élection et à l'élection de représentants. Donc c'est vraiment une démocratie qui est réduite à l'élection, à une démocratie représentative élective. Et du coup, le citoyen, mais il en est responsable, hein, on en est tous responsables, je pense, en est réduit à une forme de citoyen consommateur, de passivité, où entre deux élections, tous les 4-5 ans, il peut s'exprimer, mais entre-temps, on lui donne assez rarement son point de vue et son analyse. Et du coup, il est un peu réduit à soit s'exprimer, faire du bruit, protester, ce qui est aussi utile en démocratie, évidemment, soit attendre dans le silence passivement d'autres élections, et souvent, du coup, se rabattre sur un vote sanction, un énervement de plus en plus important. Et du coup, voilà, il n'y a pas tellement d'issue de notre point de vue sur ce point. Et donc, comme je vous le disais, on a commencé à chercher ce qui existait un petit peu partout dans le monde. Et première bonne nouvelle, c'est qu'on a identifié un certain nombre d'initiatives qui nous semblaient vraiment intéressantes. Et donc on s'est dit, oui, il y a vraiment matière à réfléchir sur ce sujet, à les comprendre. Et donc on a, pendant 2 ans, été dans différentes parties du monde, en France évidemment, et à l'étranger, que ce soit en Islande, en Tunisie, en Espagne, au Brésil, en Argentine, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup de ces initiatives, alors là c'est vrai que c'est un point de vue un peu macro, mais beaucoup de ces initiatives faisaient écho entre elles. C'est-à-dire qu'elles faisaient, beaucoup de ces acteurs font le même constat que celui que je vous fais, ou des choses proches, ou des choses beaucoup plus développées, mais en tout cas qu'on arrive quand même au bout d'un système. Et les propositions sont de ce qu'on en a pu voir, étudier, côtoyer, vraiment à la fois, comme je disais, trop peu connues, mais passionnantes et donnant des clés d'une démocratie renouvelée. Des exemples. Alors oui, alors peut-être allons-y directement sur les exemples, mais peut-être que je vais peut-être donner des exemples, et puis on va vraiment avoir un bel exemple aussi avec ma voix. Un exemple auquel je pense, qui est comment construire la loi avec les citoyens. Aujourd'hui, comment ça se passe, c'est les élus, que ce soit des parlementaires, donc les députés ou les sénateurs, font comment les lois ? Ils font les lois avec des techniciens, font les lois avec des consignes des partis, font les lois avec des lobbies, bien évidemment, qui ne sont pas forcément mauvais en soi, parce que c'est aussi l'expression de la société civile, mais le problème, c'est qu'il y a certains lobbies qui sont beaucoup plus forts que d'autres. Donc, c'est quand même très embêtant. Et du coup, les lois sont quand même faites de manière extrêmement imparfaite d'un point de vue démocratique, de notre point de vue. Et pourtant, la plupart des élus continuent. On considère, nous, en tant que citoyens, oui, on vote. Et puis, les élus, les parlementaires, considèrent pour la plupart qu'ils sont là, qu'ils n'ont pas la science infuse. Il ne faut pas généraliser, évidemment, mais pas forcément très loin. Et qu'ils n'ont pas forcément besoin de demander l'avis aux citoyens. Alors, il y a une initiative qui s'appelle, comme je le disais, Parlement et citoyens, qui est une plateforme où, je vais vous dire en 2 mots comment ça se passe. En fait, ça permet aux citoyens entre guillemets, mais en tout cas de coopérer, de co-construire la loi avec les parlementaires. Donc aujourd'hui, un parlementaire peut proposer, donc vous savez qu'il y a soit des propositions de loi, soit des projets de loi, donc les propositions de loi viennent des parlementaires, et peut faire une proposition de loi qu'il explique sur cette plateforme Parlement et citoyens. Donc tout le monde peut y avoir accès avec le texte initial, la justification, et une vidéo pédagogique pour expliquer, voilà, moi en tant que député ou en tant que sénateur, pourquoi je propose cette loi. Et il y a tout un temps où chaque citoyen peut interagir, faire des amendements, faire des propositions, proposer de nouveaux articles pour améliorer la loi. Ensuite, il y a un deuxième temps qui est
eh bien, une synthèse ouverte, puisque toutes les contributions sont proposées, enfin, elles peuvent être lues. Donc la synthèse est évidemment une synthèse, mais qui permet de montrer les grandes tendances, les oppositions, les adhésions à cette loi, les propositions complémentaires. Et puis, troisième temps, il y a un débat qui se réalise online en général, enfin du coup en vidéo, entre le député, quelques contributeurs actifs ou tirés au sort des gens qui ont joué, qui ont participé, et l'ensemble des citoyens qui souhaitent suivre les débats. Et donc voilà, donc, ce qui permet très concrètement de mettre l'élu dans une autre posture que l'omniscience, qui permet d'améliorer la loi. Alors il y a eu très concrètement par rapport à cette initiative Parlement citoyen, la loi biodiversité qui a été proposée par un sénateur écologiste qui a été fortement travaillée avec plusieurs milliers de contributions, d'amendements, et qui a permis de vraiment faire évoluer cette loi, avec un exemple très concret qui était que personne n'avait vu que c'était donc la loi biodiversité, c'est-à-dire que c'est pour éviter les pesticides, l'utilisation des pesticides par les collectivités locales. Eh bien, un citoyen a vu que, en fait, la loi interdisait aux collectivités d'utiliser des pesticides, mais n'interdisait pas de faire appel à des prestataires qui eux-mêmes pouvaient utiliser des pesticides. Donc on pouvait facilement détourner la loi, et c'est un citoyen qui a pu repérer ça. Et donc la loi a été, par exemple, sur ce point-là, amendée, précisée. Voilà, donc un exemple. Sur Parlement citoyen, il y a aussi le gouvernement, Axel Le Maire, qui a, pour la loi numérique, utilisé cette plateforme, là encore, avec beaucoup de contributions. Voilà un exemple, j'allais dire numérique. Je peux m'arrêter là. Une question par rapport à ça, finalement, est-ce que vous ne retirez pas le mandat à l'élu ? Il a un mandat de représenter les citoyens. Donc là, en quoi on lui enlèverait ? Au contraire, on renforce, je pense, les élus, puisque, je pense qu'on va vraiment, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'on a un bel exemple à côté, mais je pense que c'est au contraire l'idée de pouvoir renforcer l'élu et de le faire retourner, travailler avec les citoyens au quotidien. Et un élu, c'est son rôle. Là, encore une fois, je pense que un des points, en tout cas essentiels, c'est que la démocratie qui vient, c'est une évolution du rôle de l'élu qui doit être beaucoup plus proche, animateur et beaucoup moins, encore une fois, dans une posture autoritaire à l'ancienne. D'accord. Ma voix, ça vous parle ? Forcément. Guitry. Alors ça nous parle beaucoup. Ça nous parle beaucoup surtout parce que vous avez été voir des exemples à l'étranger et on voit qu'on est tous d'accord dans le monde entier que la démocratie est très en danger un peu partout dans le monde et qu'il va falloir forcément inventer la suite, l'acte 2 en fait de la démocratie. Pour vous parler de ma voix, on vous a préparé un petit texte. Lucas a 16 ans, il vient de La Rochelle et moi je viens de Paris, j'ai 38 ans et 4 enfants. Et donc on vous a préparé un petit texte pour vous expliquer pourquoi ma voix, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix de contribuer aux côtés de plein d'autres personnes. À ma voix, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de chef, il n'y a que des contributeurs. Et donc on est 2 volontaires pour venir vous voir aujourd'hui. Lucas, à toi. Alors pour commencer, on a 2 petites questions à vous poser. Tout d'abord, qui parmi vous allait voter au 2e tour de l'élection présidentielle en 2017 avec enthousiasme ou fierté ? Levez la main s'il vous plaît. Personne. Ah si, une personne. Ok, merci. 2e question maintenant, qui va voter par défaut, en barrage, voter blanc ou bien s'abstenir ? Merci. Et si finalement en 2017, la vraie bonne question c'était, est-ce que nous allons être acteurs ou spectateurs de nos vies ? Parce que le chèque en blanc, on l'a signé maintes et maintes fois, et je crois qu'on peut se le dire, les citoyens ont perdu à chaque coup. La politique française, c'est un peu l'inverse du loto. 100% des perdants ont tenté leur chance. Alors soit nous bougeons, et nous prenons notre destin en main, soit ce pays, ce sera la même chose dans ce pays. Le concours des névrotiques, la starac géante lors de la présidentielle, les chouchous des médias, les petites phrases par-ci par-là, alors que le pays s'enfonce encore un peu plus. Et c'est ça que tu veux ? Parce que c'est sûr, hein, tu pourras toujours continuer à gueuler contre ces élus. Quelle bande de nazes, hein ? Bien confortablement assis dans ton canapé ou derrière tes écrans. Bah ouais, mais tu continues quand même de les élire.
ou alors de voter blanc, ou bien même à être un de ces 8 millions de Français qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Mais peu importe, que tu votes ou non, dans tous les cas, on est tous responsables du résultat. Alors comment faire si on veut reprendre la main ? Alors, on pourrait s'engager dans un parti politique. Moi, je l'étais pendant 6 ans, pourtant dans un parti assez pro-prêt. Mais non, en fait, les partis politiques sont les pires écoles d'apprentissage et de la pratique du vivre ensemble. On l'a tous remarqué, les petites phrases, les mésententes, la course au pouvoir. Donc, ça ne marche pas. Et nous, on a envie de vous inviter à essayer une expérience inédite, donner à chacune et à chacun d'entre nous la capacité d'élaborer des lois, la première version dont tu me parlais, mais surtout de décider des lois, parce que c'est là la clé de la solution. Parce qu'en fait, pour nous, le drame de notre politique aujourd'hui, c'est la disparition du pouvoir législatif. Pourquoi c'est un drame ? Parce que si les lois ne sont pas respectées, c'est tout le vivre ensemble qui disparaît. Et l'exécutif a décidé, en fait, la disparition du pouvoir législatif, avec l'inversion du calendrier, évidemment, qui devient une chambre d'enregistrement. Et si les députés sont méprisés, c'est la loi qui est méprisée. Et la loi qui est méprisée, c'est le début de la fin. C'est le début de petites phrases comme ça. Je vais me rendre justice à moi-même. Je vais te vendre sciemment de la nourriture, des médicaments qui vont t'empoisonner, et je ne vais pas le dire. Je ne vais plus payer mes impôts parce que cet impôt est injuste. C'est ça le début de la fin, et à la fin, c'est la négation de l'autre. À la fin, c'est le nihilisme, et l'histoire nous a appris que ce n'est pas une bonne chose. La loi, en fait, c'est quoi ? C'est notre ciment. C'est les règles qui nous permettent de vivre ensemble. En fait, on ne leur demande pas vraiment leur avis aux députés. Vous leur confiez leurs lois, nous leur confions nos voix, et eux se la font confisquer par d'autres. Mais du coup, si les députés ne votent pas les lois et ne les font pas, ça craint, non ? Mais alors qui les fait ? Qui les écrit ? Et qui dit ce qu'il faut voter ? Ça dépend. Parfois, c'est les lobbies d'intérêt privé. Ceux qui ont regardé Cache Investigation mardi soir ont pu voir un exemple tout à fait très concret. Parfois, c'est d'autres, c'est les consignes des partis politiques. Et on nous dit aujourd'hui que le mandat impératif est anticonstitutionnel, c'est l'article 27 de la Constitution. Mais c'est une blague parce que ce mandat impératif, il est pratiqué tous les jours. La loi, se remettre autour d'une table, autour de la loi, en fait, c'est pour moi le seul rempart contre la guerre civile. Et on sait que, vu l'époque qu'on traverse, le plus grand danger, c'est de ne pas se retrouver autour d'une table. L'Assemblée nationale, c'est notre maison, c'est la maison des citoyens. Le budget de l'État, c'est tout notre argent mis bout à bout. Ce serait bien que, par exemple, sur les arbitrages de la loi de finances, nous soyons associés à cette décision. Aussi, par exemple, l'envoi des drones, c'est quand même cool de dire si on est OK ou non. Parce que c'est nous qui allons nous prendre les enfants des civils tués sur la tronche dans 20 ans. Comme déjà, on paye avec joie et allégresse les conneries de Bush en Irak. Un élu démocratiquement par des lobbies vraiment très clean, armement, pétrochimie, bâtiments, finances, et j'en passe. Merci les gars, c'est super. Et puisque les politiques passent leur temps à parler en notre nom, les Français veulent ci, les Français veulent ça, si pour une fois c'était à nous de parler en notre propre nom. Pas pour les autres, chacun pour soi d'abord, individuellement. Partir du jeu pour construire vers le nous. Parce que voilà, quitte à aller dans le mur, autant qu'on ait décidé ça ensemble. Parce qu'on sera responsables ensemble. Comment dans l'époque à laquelle on vit, on peut être assez taré pour laisser les clés à quelques personnes, avec les moyens de coopération, de recherche, d'information, de communication, d'élaboration, comme Wikipédia par exemple. Est-ce qu'on va vraiment continuer à laisser à la barre du navire à quelques experts autoproclamés qui ont pourtant prouvé depuis tant d'années qu'ils étaient dans les choux ? En tout cas, moi, j'y arrive plus, parce que je vois de l'intelligence partout où je me rends, des femmes, des hommes, des jeunes, des aînés, qui construisent, qui inventent, qui proposent, qui créent les alternatives d'aujourd'hui et de demain. Moi, j'aimerais un jour ne plus avoir honte devant mes enfants. J'aimerais pouvoir leur dire, quand les lois engagent leur avenir, leur dire, moi, ce que j'ai décidé ce jour-là. Qu'est-ce que chacun d'entre nous avons signé ? Par exemple, la loi renseignement, moi, c'est non. Mes gosses, je leur dirais, ta mère a dit non, c'était pas une réponse adaptée. Les drones aussi, c'est non, parce que quelle est la stratégie, quel est l'objectif ? C'est pas clair, donc je dirais non. La loi reporting des entreprises, là, je dirais oui, c'est très important, en fait, de tracer les flux financiers des entreprises dans le monde pour éviter les paradis fiscaux. La loi révision constitutionnelle, déchéance de nationalité en plein état d'urgence. Je dirais non, c'est une folie de légiférer alors qu'on est tous sous le coup de l'émotion, sous le coup de la tragédie et de nos pulsions, en fait. Les paradis fiscaux, pareil, je dirais non.
Les pesticides, c'est pareil, sur l'exemple que tu donnais. Et vous, vous diriez quoi? Nous déciderions quoi? Ça m'intéresse. Et évidemment qu'il y a plein de lois où on ne saurait pas. Peut-être vous sauriez, moi je ne saurais pas sur certaines lois. Et alors, aujourd'hui, les expertises, les éclairages sont à portée de clic. Les uns qui ne savent pas peuvent recommander aux autres. Chacun a la possibilité d'éclairer son jugement. Et bien sûr, on ne votera pas sur toutes les lois. On votera quand on aura envie, quand ce sera un besoin impératif pour nous. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. En fait, choisir ou subir, c'est la seule question qu'on a face à nous. La loi, c'est tout ce qui régit nos vies, de notre naissance, même avant notre naissance, jusqu'à notre mort et jusqu'à la mort des générations futures. Est-ce que c'est normal qu'on soit complètement exclu de sa fabrication et de sa décision? Alors certes, on ne sait pas écrire une loi, ni la lire d'ailleurs. Mais ça s'apprend en fait. Bon, tu crois qu'il y a une école pour ça? Pas vraiment. Qu'on peut être omniscient, encore moins. Et si eux, les députés, ne le sont pas, alors ça veut dire que nous, on peut apporter quelque chose en élargissant la zone d'intelligence. Évidemment, on ne va pas rentrer direct dans les amendements. On va d'abord apprendre à voter sur une loi dans son ensemble. Apprendre à exercer notre responsabilité, à être comptable de ce qui va décider. Apprendre à se positionner, apprendre à prendre le temps, à creuser un peu, à exercer notre esprit critique, à parler les uns avec les autres, à délibérer. On nous parle souvent, quand on parle de l'idée de ma voix, de l'exemple de la peine de mort, en disant « Ah bah bravo, à cause de vous, la peine de mort, voilà, elle aurait été votée par les Français ». Et pour nous, il y a une différence fondamentale entre les sondages, je pense, et je décide. Je pense, j'ai une opinion, mais de toute façon, je ne suis pas responsable du résultat. Alors que je décide, on s'engage. On s'engage et on est comptable du résultat et de l'impact de sa décision. C'est exactement le même principe que les jurys d'assises. Ça change tout. En fait, pour vivre ensemble, il faut décider ensemble et être responsable ensemble. Pour vivre ensemble, il faut qu'on se retrouve autour d'une table. Il faut se faire face, il faut se connaître soi-même d'abord et se reconnaître l'autre. Les lois, il faut apprendre aussi que les lois sont faites pour protéger les plus faibles. Ça fait du bien de se confronter à l'autre. Ça fait du bien de réapprendre à raisonner, à élaborer, à découvrir d'autres citoyens, leurs richesses, leurs différences, leurs histoires, d'où ils viennent. Et encore plus fondamental, nous pensons que, enfin, en tout cas, je pense, et Lucas aussi, pas pour tout le monde de ma voix, je pense que si on est dans l'action, si on est acteur de nos vies, la peur s'en va. Et la peur, c'est le danger qui nous guette aujourd'hui. Si tu es toi-même, si tu es acteur de ta vie, alors tu ne vois plus l'autre comme ton ennemi. Tu ne vois plus l'autre comme un dominateur ou une proie. Tu ne cherches plus à régir la vie. Tu vois l'autre comme un allié objectif pour qu'on puisse s'en sortir. Alors au point où on en est, autant essayer des trucs inédits. Dans aucun pays du monde, un parlement n'a encore expérimenté d'associer directement des citoyens qui le souhaitaient à la fabrication de la loi et à sa décision. Et moi, je trouvais ça bien cool que ça se passe en France, cette première, au pays de Montesquieu, de Montaigne et d'Olympe de Gouges. Et puis le simple fait de se remettre en mouvement, de ne plus être spectateur de nos vies, forcément ça changera le système, car au fond, nous sommes le système. Voilà, c'est ça le projet Ma Voix. C'est pour les législatives de juin 2017. On laisse les présidentielles de côté, la personnification. Pour les législatives, l'idée, c'est de faire entrer les citoyennes et les citoyens dans l'Assemblée nationale, dans notre maison. On va faire élire des citoyennes et des citoyens, parmi vous, il y en aura peut-être, qui vont être volontaires. Oui, moi, je veux être député, moi non, mais peut-être vous. Vous allez accepter de vous former avec un petit MOOC. C'est quoi l'Assemblée? C'est quoi la loi? C'est quoi un député? C'est juste pour être à l'aise une fois que vous serez dans cette maison de l'Assemblée nationale. Une fois que vous serez tiré au sort, vous allez siéger à l'Assemblée et vous allez répercuter les décisions des citoyens qui sont à l'extérieur de l'Assemblée. Pour moi, Ma Voix, c'est la démocratie où chacun est appelé, s'il le souhaite, quand il le souhaite, d'où qu'il vienne, riche de ce qu'il est, à contribuer à la décision. C'est une démocratie où l'affrontement des idées reste sur les idées, où l'on assume, où l'on additionne et on multiplie les expertises, on apprend à se positionner plutôt que de chercher à régir la vie des autres. Voilà pourquoi moi je vais travailler pour toi. Pour moi aussi, parce que j'ai bien envie d'y contribuer à cette société. Et j'attends avec impatience le jour où on sera des milliers à siéger auprès des députés actuels, parce qu'on aura pris quelques sièges, on ne les aura pas foutus dehors. On va gagner ces sièges, pas pour prendre leur place, mais pour prendre notre place à la table des décisions. Alors, si tu veux grimper sur un de ces sièges, il faut d'abord que tu sois d'accord pour être tiré au sort. Tu ne seras pas Néo, l'élu leader qui guide. Tu seras d'accord pour être notre moyen de faire cette expérience. Tu t'engages donc à voter sur les textes, comme les citoyens, toi y compris,
l'auront décidé. Indifféremment, la plateforme de vote va t'attribuer un vote qui sera réparti à la proportionnelle entre tous les députés Ma Voix. Et ainsi, tu auras la certitude que ton point de vue sera représenté dans tous les cas. Si ce n'est pas par toi, ce sera par un ou une autre des députés Ma Voix. 100% du temps législatif, tu seras là. Et bien sûr, tu seras très bien indemnisé pour ce service, à la hauteur de ce que la concertation à laquelle tu auras participé décidera. Tout est ouvert. Il suffit juste que tu aies 18 ans et que tu sois inscrit sur les listes électorales. Voilà le deal. C'est plutôt cool, non ? Et pour nous tous, moi la première qui n'a pas du tout envie de siéger dans l'Assemblée nationale 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine, si on veut juste être contributeur des lois, eh ben c'est assez simple, il va falloir gagner des circonscriptions le 11 et 18 juin prochain. Et pour ça, c'est très simple, il va falloir faire campagne, financer une campagne, c'est 4 000 € environ. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. On l'a fait à Strasbourg l'année dernière et on a fait un appel et les gens ont financé cette campagne. On a financé des affiches. Je ne sais pas si vous les avez vues, elles sont jaunes avec un miroir. On se regarde dans le miroir, on regarde sa responsabilité. Il faut évidemment coller les affiches. Il faut faire du bouche à oreille sur cette idée. On ne fait pas d'interviews ou de médias. On fait fonctionner nos réseaux et nos voix sur les réseaux sociaux. Il faut évidemment trouver un mandataire financier. Enfin, bref, faire une campagne. Et complètement hors parti, parce que Ma Voix n'est évidemment pas un parti. En fait, Ma Voix, c'est donc une expérience. On essaie, on apprend, on expérimente. On verra bien le résultat. On aimerait gagner du temps, on aimerait aller à l'essentiel. Un grand nombre de sujets seraient déjà traités si on sortait des postures idéologiques. L'exemple de l'évasion fiscale, c'est un très bon exemple. Les alertes de Denis Robert ou d'Antoine Peillon auraient été traitées depuis belle lurette si on fonctionnait avec ce principe-là. Aucun des citoyens en France ni dans le monde ont intérêt aux paradis fiscaux. Ma Voix donc porte la vision d'une démocratie comme outil de paix, comme outil de vivre ensemble, à l'inverse de ce qu'elle est, comme elle est utilisée aujourd'hui, de fragmentation, de stigmatisation, de monter les uns contre les autres. Et j'aimerais, Lucas, que tu sois la première génération associée à ton destin. Avant que Lucas réponde, et pour accueillir Williette qui nous a rejoint à cours de route, je vais vous reposer une question qui, je pense, deux questions je vais vous poser. La première, c'est est-ce que finalement le danger de moins de démocratie que vous pointez, c'est pas le problème de la promesse? Il y a que les hommes politiques vendent des promesses et qu'il faut peut-être passer à autre chose. Je ne sais pas, un contrat, une plateforme, etc. Et la deuxième chose, tu en parlais, Kitri, quand on demande leur avis aux gens, il n'y a pas que des gens, pardon si je choque, mais urbains, éduqués, etc. Et pour la peine de mort, on sait qu'en France, ça serait majoritairement un retour à la peine de mort. On sait que quand il y a eu des révolutions récemment dans les printemps arabes, et qu'on donne les élections, souvent donnent des résultats assez étonnants en termes d'extrémisme religieux. Donc est-ce que c'est malgré tout ça, c'est pas quelque chose qui est un vrai risque pour une démocratie, ou si tout le monde donne son avis entre guillemets. Voilà. C'est des questions un peu polémiques, parce que après tout le sujet mérite ça. Mais je pense qu'on peut pas dire non finalement les gens. Pardon, on peut le dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là à dire, voilà, chacun donne son avis et c'est la majorité intégralement qui a raison? On sait que sur certains sujets, comme la peine de mort, il y a un vrai risque. Est-ce que le risque, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui? Voilà. En fait, quand on parle des initiatives, on tend toujours le miroir de l'idéal. Et nous, on tend le miroir de l'apprentissage. On tend le miroir de on essaye, on voit, on expérimente, on apprend. Imaginons Ma Voix, ça fonctionne, il y a 1 député, 5 députés, 10 députés, 15 députés, peu importe. Il y a 50 textes de loi par an, ça fait 50 exercices. Ça fait 50 exercices où on se retrouve par an autour d'une table où on voit, on expérimente. Il n'y a pas de danger démocratique, c'est pour ça qu'on ne fonde pas un truc complètement idéaliste. C'est quelques sièges sur lesquels on expérimente. Et moi, je ne sais pas parce qu'on n'a jamais essayé. Parce que la peine de mort dont tu parles, c'est un sondage. C'est les pulsions. Encore une fois, c'est la vraie différence. Je décide. Et évidemment que les citoyens sont éloignés de la politique, et franchement, on l'est tous, très nombreux aujourd'hui, et il y a de quoi. Maintenant, de dire, en fait, pour le début du chemin, avant d'être éclairé, c'est la décision. Tu veux les clés, prends les clés. Et je vous assure qu'il y a une vraie différence. Tu penses quoi et tu décides quoi? Parce que quand tu sais que tu as la clé à la fin, même si c'est une clé sur 100 000, même si... ça va avoir un impact. Et là, on commence à chercher. Faites le test sur n'importe quelle des lois, vous vous mettez en situation, je vais décider quelque chose. Tout d'un coup, vous ne regardez plus la loi du tout de la même manière. La loi renseignement, j'avais fait l'exercice, quand vous devez vous décider et dire aux autres, tiens, je me suis décidé sur tel ou tel point, ça change tout. Et on reconnecte, on rebranche avec la loi, on rebranche avec la cité, en fait. Romain? Oui, opiner. Oui, applaudir.
Non, mais moi, je suis vraiment d'accord. C'est-à-dire que la démocratie, on perd un peu le sens même, qui est effectivement la question essentielle de la délibération. Et de la délibération, c'est prendre une décision, mais c'est prendre une décision éclairée. C'est-à-dire que on a un point de vue au départ, qui peut être celui à majoritaire aujourd'hui, enfin majoritaire, enfin, on a chacun un point de vue, mais du coup, ça peut donner majoritairement voilà, une décision pour rétablir la peine de mort. Mais dans la délibération, dans l'échange, et une fois qu'on a vraiment cette responsabilité de décider, eh ben, les choses évoluent. Et c'est là où, encore une fois, il y a un changement, une évolution du citoyen, on parlait tout à l'heure de citoyens passifs et consommateurs, avec des projets comme Ma Voix, eh ben, on redevient actif et on redevient acteur. Et quand on redevient acteur, eh ben, voilà, c'est toute la différence entre consommateur et acteur, et ça change beaucoup de choses, et ça changerait beaucoup de choses du coup dans les décisions, je pense. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Vous prenez le débat en route, mais c'est pour connecter plus rapidement. Je suis tout à fait... bon, je vais dire mon avis, mais tout d'abord, permettez-moi de m'excuser parce que j'arrive de Paris. Il y a eu un appel pour la Tunisie. Donc ça, c'est l'appel de soutien pour la Tunisie. Je suis tunisienne. Je suis présidente du patronat tunisien. Je suis membre du quartet qui a reçu le prix Nobel de la paix 2015. Donc le quartet est composé de 4 organisations de la société civile. Le patronat qui est l'UTICA, le syndicat des travailleurs, le JTT, la Ligue droits de l'homme et l'ordre des avocats tunisiens. On peut se poser la question, quel a été notre rôle et pourquoi nous avons vraiment pris ce chemin? Juste pour expliquer quel a été le rôle de la société civile tunisienne. Vous savez, il y a eu ce printemps arabe, donc c'était en 14 janvier 2011, et c'était en Tunisie. Et c'était grâce aux jeunes, aux Tunisiens, où il n'y a pas eu vraiment un leader politique. Il n'y avait personne. C'était les Tunisiens eux-mêmes qui étaient sortis dans la rue pour dire que nous sommes contre cette dictature, nous voulons cette démocratie et nous voulons la paix. Donc il y avait 3 éléments essentiels. C'était tout d'abord la liberté et la démocratie qu'on cherchait. Et puis, il y a un déséquilibre, bien sûr, régional et surtout l'emploi. Les jeunes étaient donc à la recherche d'emploi. Ces 3 éléments essentiels étaient là, qui ont incité les jeunes, et hommes et femmes, bien sûr, à sortir dans la rue et pour réclamer ce changement. Ce changement, bien sûr, moi, je le dis tout le temps, ce qui a fait c'est quelque chose d'unique, c'est une expérience unique en Tunisie parce qu'on n'avait pas de leader, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait personne, c'était les Tunisiens. Donc, et puis, ça a commencé, cette démocratie naissante en Tunisie, où c'était une démocratie naissante pacifique. Il y a eu certaines, il faut le dire, au départ, comme toute révolution dans un monde, il y a eu certains morts au départ, parce qu'il y a eu certains... mais comparé à d'autres révolutions, je pense que nous avons eu une révolution plus ou moins agressive que d'autres. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous avons les bases de la démocratie. Nous avons cette liberté de presse, cette liberté d'expression. Nous avons eu des élections libres, démocratiques, avec, bien sûr, et on a eu ce privilège aussi, parce qu'on voyage assez souvent. Auparavant, on voyait un petit peu dans ces pays développés, donc les gens étaient en attente, surtout il y a des campagnes électorales, et les gens attendaient donc les résultats. Auparavant, on n'avait pas ce privilège-là. On savait exactement qui allait gagner les élections. On n'a jamais senti ces campagnes électorales. Donc pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ces acquis-là, on les a eus grâce à la société civile. La société civile tunisienne est très, très émancipée, elle est très présente. Presque, je dirais, 2 Tunisiens sur 4 sont impliqués. Et ça, ce qui a fait la force de la Tunisie. Bien sûr, il y a le rôle important des femmes tunisiennes, il ne faut pas l'oublier aussi, et le niveau d'éducation du peuple tunisien qui ont fait un petit peu la différence, ce qui se passe un petit peu dans la région, et on voit les conflits. C'est-à-dire, nous sommes allés sur le bon chemin et on a eu ces élections libres. Nous avons eu l'Assemblée constituante et il y avait une grande partie de la société civile qui était présente dans cette Assemblée constituante qui a élaboré la nouvelle constitution de la Tunisie. Donc, il y avait différents partis et puis surtout la société civile. D'ailleurs, on a remarqué auparavant, il y a eu une tentative de certains partis qui se disent islamistes, mais que moi je n'aime pas cette appellation parce que nous sommes un pays arabe musulman, mais c'est bon. Ils ont voulu un petit peu changer la constitution et surtout le code de la femme, et les femmes étaient dans la rue et les hommes étaient dans la rue pour dire non. Donc c'est le rôle important de la société civile tunisienne qui a été, moi je dirais, extraordinaire pour préserver les acquis
et pour vraiment faire réussir ce modèle tunisien. Mais il y a eu ces attentats politiques. Lorsqu'on a eu ces attentats politiques, donc en 2013, pour nous, c'était une première. La Tunisie de sa vie, à part donc, ce qu'il y a eu avant la dépendance, on n'a jamais eu un attentat pareil. Donc c'était un symbole. Il y a eu l'assassinat d'un leader politique, Chokri Belaïd. Et puis après 6 mois, il y a eu un autre attentat, assassinat d'un député de la Constituante, Mohamed Brahmi. Et on a eu vraiment peur pour le pays et on pensait que la Tunisie va aller dans un marasme et ça va être vraiment un recul en arrière et nous allons perdre notre liberté, nous allons perdre aussi cette révolution. C'est là, à ce moment-là, que nous, société civile, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On a eu ce rapprochement, c'est une première entre le patronat et le syndicat. On s'est assis côte à côte au départ, avant, pour qu'on soit ensemble. Et c'était l'idée de ne pas être confrontés toujours face à face, mais il fallait ce dialogue, il fallait cette négociation, ce qui a permis de faciliter ce dialogue national. Et c'est grâce à ce dialogue national composé du quartet que la Tunisie a pu être sauvée. Donc nous avons, pendant 6 mois, jour et nuit, matin et soir, jour férié, donc il n'y avait aucun répit. Nous avons réussi à faire asseoir autour du même table des patrons, des leaders des partis politiques qui, auparavant, ne s'adressaient même pas à la parole. Donc nous avons réussi, bien sûr, il fallait beaucoup de travail d'une manière directe, d'une manière indirecte, et pour appuyer notre position, pour les convaincre, pour les faire changer d'avis, pour qu'ils soient ensemble. Nous sommes arrivés à les faire asseoir et ensemble et discuter du futur de la Tunisie. Nous sommes arrivés à élaborer une feuille de route et on a imposé la signature de cette feuille de route par les partis politiques. C'était une première. Donc la majorité, il y avait bien sûr, il y a 2 ou 3 partis qui ont refusé, mais nous, on s'est dit, il y a la majorité, on a accepté la majorité. Et une caractéristique de cette réussite, il faut le dire, c'est que tout le long de ce dialogue national qui a duré presque 6 mois, on n'est jamais passé au vote. On a pris comme, c'est-à-dire pour nous, c'était le consensus et uniquement le consensus. C'est par le consensus qu'on arrive à trouver une solution et on n'a jamais passé, donc on n'a jamais opté pour le vote et c'est comme ça nous avons élaboré cette feuille de route qui consistait à changer le gouvernement qui était à ce moment-là, à accélérer la rédaction de la Constitution et bien sûr à fixer les dates des élections et à élaborer un code électoral. C'est pour vous dire comment nous avons joué ce rôle, nous, société civile. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons réussi ce cap difficile. C'est pas aussi facile de le dire en 2 mots, mais ça a été un peu pénible, mais nous avons réussi grâce à la participation de la société civile. Aujourd'hui, notre liberté, elle est acquise, bien sûr, mais la situation reste toujours fragile parce qu'il y a nous avons un problème sécuritaire et nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe en Tunisie. Moi, je tiens à le dire. La situation sécuritaire en Tunisie est due principalement à ce qui se passe en Libye. Et ce n'est pas la Tunisie qui était la cause de ce qui se passe en Libye. Vous êtes tous conscients, il y a eu une intervention occidentale en Libye. Kadhafi est parti, mais on a laissé le peuple libyen à son sort tout seul. Et là, on était tout seuls, nous, les Tunisiens, à souffrir. Nous avons reçu pendant la période de la transition en Libye 1 300 000 Libyens. Et on n'a jamais crié et dire qu'ils sont les malvenus, ou on les a accueillis, on a ouvert nos portes, on les a bien que des gens qui étaient pauvres, qui sont encore pauvres, ils ont reçu à cœur ouvert, et à bras ouverts surtout, pour les accueillir chez eux, donc dans toutes les régions de la Tunisie. Aujourd'hui, nous avons 300 000 Libyens qui vivent d'une manière continue et nous avons presque 1 million qui font l'aller et le retour. Et vous savez, la Tunisie, nous ne sommes pas un pays riche. Nous ne sommes que 11 millions de personnes. Nous ne sommes pas un pays riche, mais nous avons un cœur très grand pour recevoir. Pour dire aujourd'hui que notre démocratie, elle est naissante. Nous sommes là pour la protéger. Nous sommes là pour défendre nos acquis, pour défendre tout ce qui est universel, parce que pour nous, le droit de l'homme, nous avons aussi, c'est pour nous, c'est humain, on défend l'homme tel que l'homme, sans voir ni son sexe, ni sa couleur de peau, ni sa religion, peu importe. Nous sommes un pays où nous avons une civilisation 3000 ans, donc c'est un pays qui est ouvert, un pays pacifique, tolérant. Pour dire que aussi, pour moi, je donne mon avis personnel sur la peine de mort, pour ceux qui commettent des crimes inadmissibles, moi je pense
il faut que chacun soit aussi traité de la même manière. Moi, je pense, lorsqu'il y a eu un viol d'un enfant, où il y a des choses qui sont impensables, il faut que le traitement soit conséquent. Ça ne m'engage que moi, ça n'engage pas d'autres. C'est un autre sujet Ouais. qu'on ne va pas régler aujourd'hui. En revanche, comment une démocratie naissante, comme vous venez de le dire, la Tunisie, observe, regarde la démocratie française? Est-ce que vous dites, oula, c'est là où on ne veut pas aller parce qu'il y a des travers qui nous ont été décrits? Ou vous vous dites, en problème d'enfants gâtés, finalement, ils sont bien. Et comment, corollaire de la question, comment regardez-vous les initiatives comme Ma Voix ou le Candidat citoyen? Vous savez, la Tunisie a été colonisée par la France, donc nous avons au moins hérité beaucoup de choses de la France. Nous avons hérité de bonnes choses, nous avons hérité de mauvaises choses aussi, mais de toute façon, nous sommes un pays indépendant depuis 1956. Je pense qu'on a eu cette tâche mature de faire notre chemin tout seul. Cette démocratie, on a toujours envié ce pluralisme politique en France. On l'a en Tunisie. Moi, je pense que c'est intéressant. L'émancipation de la femme, je pense que les Françaises ne nous dépassent pas beaucoup. Donc presque, c'est pour dire que nous, on a eu certains acquis plus tôt que les Françaises. Pour dire donc maintenant, bon, tout ce qui est démocratie, cette liberté, c'est bien, ces discussions, c'est bien. Mais moi, je pense, on a vu ce qui s'est passé au niveau de la loi du travail. Moi, j'aurais préféré que c'est par le dialogue. C'est par le dialogue qu'on arrivera à trouver une solution. Le fait d'imposer, c'est pas bon. Le fait aussi ça engendre que de problèmes. Moi, je pense être à l'écoute, discuter, c'est extraordinaire. Dialoguer, c'est beaucoup mieux. Ce que j'ai entendu, malheureusement, je suis arrivée en retard, mais je pense que c'est extraordinaire de faire participer. Nous avons aussi en Tunisie une assemblée pour les jeunes, donc qui se réunissent. Les jeunes sont impliqués et les moins jeunes aussi sont impliqués. Ils donnent leur avis, ils sont très impliqués dans la société civile. Moi, je pense que c'est un modèle extraordinaire. Peut-être qu'il y aura des échanges avec les jeunes tunisiens et comme ça, on essaiera d'éduquer dès l'enfance comment être responsable et comment défendre ses intérêts et comment être un citoyen extraordinaire. Donc ça, c'est moi, je pense, il y a beaucoup de choses à faire et on sera très honoré de vous recevoir et d'écouter votre expérience, de faire l'échange avec des Tunisiens. Ça doit faire plaisir. On a eu la chance de rencontrer des femmes tunisiennes cet été. Qui étaient engagés dans différents partis politiques. Et c'était la première fois que j'allais en Tunisie, mais je pense que beaucoup d'entre nous ont suivi la révolution tunisienne en 2011 avec beaucoup d'espoir. C'est la première révolution qui a aussi passé par ces nouveaux médias, ces réseaux sociaux. Et je pense que ça a été des déclics. Il y a d'autres mouvements dans le monde que la Tunisie. Il y a au Mexique, en Allemagne, en Suède, en Islande et tout. Mais la révolution tunisienne nous a énormément touchés. Et de mon voyage en Tunisie, je retiens que la Constituante a été un moment très difficile et en même temps magnifique. Je retiens aussi qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous sur la politique, notamment sur les questions de parité. En termes sur les listes, par exemple électorales, il y a un homme, un homme, etc., etc. Mais aussi en horizontal, il y a aussi des quotas de jeunes qui sont mis en haut, des listes. Enfin bref, c'est très vivant. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de difficultés. Les Tunisiennes que j'ai rencontrées sont tout à fait conscientes de la fragilité de ça, et que ça ne répond pas immédiatement aux questions de survie, de chômage, de sécurité et tout. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que celles qu'en tout cas on a rencontré des différents partis politiques ne se rejettent pas la faute. Les citoyens tunisiens ont tous voulu cette révolution et ils sont tous comptables de savoir si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Même s'il y a des différentes approches, il y a quand même une forme de solidarité et de se dire c'est à nous de faire que ça fonctionne ou pas. Et voilà, c'était un très beau voyage et avec plaisir pour revenir... Merci. Juste pour ajouter, merci, parce qu'aujourd'hui, pour la nouvelle loi électorale pour la municipalité, il va y avoir la parité horizontale et verticale. Donc, on aura 50% de femmes dans les conseils municipaux. Aujourd'hui, nous avons presque 34% de femmes à l'Assemblée. Et parlant de la jeunesse, nous avons le plus jeune chef du gouvernement, je pense, au monde. Il a 41 ans. Donc, pour dire que nous sommes en train donc, de travailler vers la jeunesse. C'est aussi important. Quand je vous écoute et quand on reparle et qu'on repense à la révolution du printemps arabe, on peut dire, en faisant un résumé un peu brutal, que sans Facebook, il n'y aurait pas eu cette révolution et que le digital, finalement, a l'air très important dans vos projets. Est-ce qu'on n'est pas en pleine, je ne vais pas dire ubérisation parce que c'est mal teinté et ça ne devrait pas l'être, en tout cas, est-ce que ce n'est pas, comme tous les métiers du
du monde entier? Est-ce que ce n'est pas la digitalisation de la politique que vous êtes en train de promouvoir? Peut-être, enfin, 2 mots là-dessus. La première chose, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du numérique, et il n'y a pas que Facebook, parce qu'il y a beaucoup de projets qui, justement, essayent d'éviter Facebook pour travailler sur de l'open source, sur des plateformes qui sont beaucoup plus horizontales et beaucoup plus indépendantes et transparentes. Donc ça, c'est une première chose. Donc le numérique, c'est un grand mot. Hein. Derrière, il faut quand même regarder. Et ce qui est intéressant, à mon avis, c'est même si Facebook, ça peut avoir aussi des vertus dans certains cas, évidemment, sur ces questions démocratiques. Après, je pense qu'il y a une question. Il y a un livre de Morozov qui dit « Pour tout régler, cliquez ici », je crois. Faut faire attention au solutionnisme technologique. Et je pense que, et c'est pas du tout le cas de ma voix en particulier, justement, c'est pour ça que je prends. Enfin, mais c'est que, de notre point de vue, il faut faire attention justement à regarder que l'outil, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui proposent des plateformes extraordinaires, qui proposent des méthodes fabuleuses pour que le citoyen s'implique, mais derrière, personne en réalité ne s'implique. Parce que c'est mal fait, parce que c'est pas pensé politiquement. Je pense qu'il y a une véritable pensée politique qu'il faut pouvoir déployer pour ensuite avoir les bons outils. Voilà, donc ça c'est quand même important de voir que la technologie est importante et voilà. Et c'est sûr que ce type d'initiative ne pourrait pas exister dans l'ancien monde. Voilà, c'est aujourd'hui le bouche à oreille. On a fait une petite vidéo un peu à l'arrache à la fin d'une réunion parce qu'il fallait faire une vidéo, je ne sais pas pourquoi. Et il y avait un gosse qui avait une caméra, qui a sorti sa caméra. Moi, je peux filmer. On avait un bout de texte, on l'a travaillé ensemble, on l'a mis en ligne il y a 1 an pile. Et voilà, on se disait, il y a nos copains... pas notre maman, parce que ma maman, en tout cas, elle n'est pas sur Facebook, mais qui vont regarder parce qu'ils vont trouver ça sympa, cette petite vidéo. Et en fait, on a vu au fur et à mesure que la vidéo se partageait. Aujourd'hui, il y a 400 000 vues. Alors, ce n'est pas gigantesque, mais c'est déjà pas mal. On n'a pas eu besoin de passer à la télé. D'ailleurs, on ne veut pas passer à la télé. On ne veut pas personnifier. Mais le bouche à oreille, on est chacun des médias. On est chacun acteur de nos vies. On pourra peut-être demain être acteur des lois. On est acteur de toute façon politique par nos choix de consommation. Chaque jour, aujourd'hui, le moyen le plus efficace de faire de la politique, c'est notre porte-monnaie. Nous, on essaye d'ouvrir avec ma voix un champ législatif. Mais on a tous aussi ce 4e pouvoir qui est le pouvoir médiatique. Et aujourd'hui, pour faire circuler l'information, pour faire du bouche à oreille, pour se fédérer en dehors des maisons communes, il n'y a pas de meilleur outil. Alors, en même temps, il y a des risques dans ces outils. Et c'est pour ça que dans Ma Voix, par exemple, sur la plateforme qui est développée avec des hackers, des développeurs, ils discutent ensemble beaucoup, on n'a pas de solution prédéterminée, on essaye et on travaille avec du logiciel libre. Ça veut dire que le code est ouvert et que chacun peut mettre sa main à la pâte. Et pour nous, ce qui est important, ce n'est pas les bases de données, ce n'est pas revendre les fichiers, on ne veut pas de ça. Et pour la seule garantie qu'on ait avec ça, c'est le logiciel libre. Et donc, du coup, cette plateforme, elle va être développée en logiciel libre et aussi pour que ce soit du bien commun. Parce qu'aujourd'hui, on utilise par exemple une plateforme qui s'appelle Democracy OS, qui a été fabriquée en Argentine par un mouvement qui s'appelle le Partido de la Red avec Pia Mancini. On teste leur outil et puis on va l'améliorer. Et donc, Democracy OS ont reversé au pot commun, au bien commun, leur plateforme. Nous, on va le tester, on va l'améliorer. D'autres, demain en Australie ou en Allemagne, voilà, on partage en fait nos apprentissages. Et c'est ça qui est assez intéressant en ce moment sur la démocratie, c'est qu'il y a plein de mouvements en France, par exemple à Saillant, qui maintenant forment les uns et les autres à la participation des citoyens, mais aussi dans plein d'autres mouvements. Et on se parle beaucoup. C'est ça que permet les réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, je parle avec des Australiens, des Mexicains, des Allemands, des Suédois, Birgitta Jonsdottir en Islande. Enfin, c'est très beau de voir qu'en fait, on partage ce qu'on apprend, mais aussi là où on échoue. Et ça, c'est aussi nouveau, c'est qu'au lieu de dire on est parfait, machin, c'est pas vrai du tout, on partage aussi nos échecs. On se renseigne et on se dit voilà, ça, laisse tomber, je me suis plantée là-dessus, et tout ça. On gagne du temps. Et peut-être que Ma Voix, il y aura 1 député ou 5 députés, ou peut-être pas du tout, j'en sais rien. En tout cas, on aura contribué, on aura mis au pot commun ce qu'on a appris de notre expérience. Juste pour rajouter, si vous permettez, nous, la Tunisie, le Facebook a été un outil nécessaire pour la révolution.
ça a permis aux Tunisiens d'échanger et surtout de faire passer l'information donc, au plus vite. Et moi, je pense que c'est grâce, en grande partie, bien sûr, au Facebook et aux réseaux sociaux qui ont fait que les jeunes aussi ont contribué de manière intensive à cette révolution. Il nous reste quelques minutes. Non, non, la salle, ils vont vous parler après, dans Meet the Speaker. Moi, c'est mon privilège, c'est moi qui parle. C'est moi qui pose des questions. Non, mais je suis sûr qu'il y aura plein de questions. C'est pour ça qu'on va finir 5 minutes avant, comme ça, ils auront plus de temps avec vous. Je vais finir d'une seule question que je vous pose à chacun, qui est la question, je ne me suis pas foulé, j'ai pris la question qui a écrit sur le petit fascicule. Jusqu'où aller pour défendre l'intérêt des générations futures? Jusqu'où aller? Alors, je vous pose des questions. Quelles sont finalement la grande étape à ne pas rater pour la Tunisie dans son cheminement dans plus de démocratie? Et j'allais dire, jusqu'où aller? Vous savez, il faut aller là où on aura tout fait. Hein. Aujourd'hui, nous avons besoin d'écouter les uns et les autres, surtout écouter les jeunes, les gens qui sont très éveillés, des jeunes qui ont beaucoup d'idées. On a beaucoup à apprendre de ces jeunes-là. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui d'être isolé. On n'a plus le choix pour revenir à la dictature. C'est très important de dialoguer, c'est très important d'écouter, c'est très important d'échanger. Et là, c'est le seul moyen. Et on sera là pour défendre les acquis. On sera, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, à révolutionner en Tunisie. Il reste beaucoup de choses. Mais je pense que nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin sur le côté des droits de l'homme, des libertés. Reste le côté économique. Nous avons maintenant à faire pousser les jeunes à être plus créateurs, à être des initiateurs, à être des chefs d'entreprise. Et là, ça demande encore un peu de travail à faire. Et je pense que la tâche ne va pas être facile, mais on saura et on aura la manière de convaincre ces jeunes à entreprendre et surtout à compter sur eux-mêmes. Romain, jusqu'où aller? Jusqu'où aller, je ne sais pas, c'est peut-être pas la question qui m'inspire le plus, mais on parle de prendre le pouvoir, jusqu'ou aller, faut-il prendre les armes, et quelles armes? Non, mais je pense que jusqu'où aller, je pense qu'on est vraiment à un moment clé à la croisée des chemins, vraiment avec un nouveau monde qui s'ouvre et un ancien monde qui est en train de disparaître par rapport à ces questions de démocratie. Et moi, jusqu'où aller, moi je trouve que ce qui est très fort dans ce que vous venez de présenter tous les deux, en particulier, c'est cette question d'expérimentation et d'expérience. Je pense qu'il faut qu'il n'y ait aucune limite par rapport à ça et qu'il y a énormément de choses à inventer pour, encore une fois, remettre le citoyen au centre. Et je pense vraiment que nous, on a vraiment vu, tu citais un certain nombre de pays, vraiment cette créativité infinie. Et je pense que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à imaginer. Mais rien n'est encore, évidemment, fixé, et d'ailleurs la démocratie n'est jamais fixée. Allez Lucas, vas-y. Du franc-parler, parce que t'as envie de les mettre dehors, tous les politiciens aujourd'hui, c'est ça? Pas forcément, mais moi je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes pour les générations futures et même les générations actuelles. C'est tout d'abord que chacun se rende compte qu'il peut être acteur de sa vie et qu'il peut lui-même changer les choses à son échelle, que ce soit par n'importe quel moyen, au point de vue de la consommation, etc., et dans tous les domaines. Et deuxièmement, je pense que ce qui est important, c'est que les gens remettent à se parler entre eux, à arrêter d'être dans des clivages et à se taper dessus pour les moindres petites histoires, et à ressortir sur les places publiques, qu'elles soient réelles ou numériques, à se parler, échanger et débattre. Qui trie? C'est dur de passer après ça. Hein. Impossible de passer après Lucas. Jusqu'où aller, c'est pas très loin, c'est juste à l'intérieur de soi, reconnaître ce jeu acteur. Et en fait, pour construire du nous, du collectif, c'est re-rentrer un peu là. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite? Juste être dans la conscience. Chacun de nos actes, chacune de nos pensées a un impact sur le monde. Voilà. Et donc, je crois que c'est pas la peine d'aller bien loin. En revanche, c'est essayer de, en conscience, faire moins de compromis et plus de vrais choix. Et donc, c'est ce qu'on avait envie de se dire, c'est que nous, on avait envie de choisir plutôt que subir. Et on aimerait bien se rendre dans un isoloir, de ne pas y aller avec la honte ou les larmes aux yeux ou la colère, d'y aller juste avec un peu de fierté, de dire on peut trouver un bulletin de vote, ma voix. C'est pas grand-chose, c'est peut-être symbolique, mais en tout cas, ça nous donnera un peu de fierté. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, se respecter nous-mêmes quand on vote.
se respecter nous-mêmes quand on va dans l'isoloir, se respecter quand on regarde la télé. Voilà, c'est juste se respecter et ça nous fera du bien. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Et vous pouvez leur soumettre un feu de questions. C'est juste à côté en sortant, l'espace Meet the Speaker. Et bien écoutez, voilà. Merci beaucoup.